Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on repensait notre façon de vivre la parentalité pour offrir à nos enfants et à nous-mêmes un quotidien plus serein, plus épanouissant? Si au lieu de suivre des chemins tout tracés, on réinventait nos propres rituels, nos propres façons d'accompagner les émotions et le bien-être de nos enfants? Dans cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Juliette Siozac, créatrice de Mon Moment Magique. Une femme à l'énergie débordante, animée par le désir de semer autour d'elle des graines de mieux-être dès l'enfance. Juliette, ancienne professionnelle du marketing qui s'est réinventée après un grand bouleversement personnel, a puisé dans son vécu de maman solo, d'animatrice en colo et de passionnée de développement personnel pour inventer des ateliers magiques où le mot d'ordre est d'être bien dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. À travers son parcours, elle nous montre que la résilience et le courage se transmettent aussi bien par l'exemple que par la parole. Son expérience est aussi marquée par une grande écoute de ses deux filles qui font partie intégrante de son aventure. L'une d'elles arbore même fièrement le badge d'assistante magique officielle. Avec Juliette, nous avons exploré la place réelle du bien-être des enfants dans la société, le rôle essentiel de l'école, là où il reste tant à inventer, et l'importance des petits rituels dans la gestion des émotions au quotidien. Nous avons abordé des questions fondamentales. Comment initier nos enfants au développement personnel sans en faire une nouvelle pression ou injonction? Les adultes sont-ils réellement outillés pour transmettre l'éducation émotionnelle? Quelles sont les astuces concrètes pour désamorcer les conflits en famille et faire rimer écoute, autonomie et confiance? Cet échange est une plongée inspirante pleine de sincérité, de partage et d'astuces pour toutes celles et ceux qui veulent donner du sens au mot « accompagner ». Que tu cherches des idées pour insuffler plus de douceur à la maison ou que tu t'interroges sur la place du bien-être à l'école ou que tu te demandes comment ralentir le tempo et faire confiance aux enfants, cet épisode va, je l'espère, résonner fort en toi. Reste avec nous jusqu'au bout, tu repartiras avec des pistes concrètes, un regard renouvelé sur l'éducation et peut-être même l'envie de commencer ton propre rituel magique en famille. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Juliette, tu viens du marketing, d'accord, école de commerce, 10 ans en agence de com, avant d'arriver à cette démarche autour du bien-être des enfants et des familles. Qu'est-ce qui t'a pris? Je te souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce qui m'a pris? Un gros changement de vie. D'accord. Après, justement, alors avant de faire l'école de commerce et les 10 ans d'agence de com, j'ai fait 5 ans d'animation dans des colos et dans des centres aérés. Et quand on m'a dit de faire des stages en entreprise en école de commerce, j'étais dégoûtée d'arrêter les colos l'été. Donc, il y avait déjà ça qui était quand même sous-jacent de manière assez forte. Et puis, quand j'avais 33 ans, j'ai tout envoyé bouler. Le mari, mon agence de com, la Corse. On va dire, j'ai erré pendant 2 ans en sachant plus très bien ce que je voulais faire, en sachant surtout ce que je ne voulais plus faire et ce que je voulais plus vivre. Et là, j'ai pris du temps pour moi. De toute façon, j'étais pas en état ni physique, ni émotionnel, ni intellectuel de faire quoi que ce soit. Merci au chômage qui m'a permis de prendre soin de moi et de prendre soin de ma fille, parce que ma grande avait à l'époque 4 ans et demi. Et c'est là que j'ai découvert le développement personnel, le bien-être. Je me suis mis à faire du yoga, méditer. Je suis devenue végétarienne. J'ai découvert les conférences d'Isabelle Figliosa. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Je me suis accompagnée par une coach, par une kinésio. Enfin, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi. Et j'ai aussi fait beaucoup de cercles de femmes. Et un jour, pendant un cercle de femmes, il y avait ma fille qui était là. On se tirait des cartes. Et ma fille a voulu tirer une carte. Et là, il y a eu un espèce d'instant de grâce, un moment suspendu, où je me suis dit, mais il faut trop faire ça pour les enfants. Donc, j'ai voulu créer des cercles d'enfants. Donc, au début, ça s'appelait les cercles magiques. Et je me suis vite rendu compte que si on mettait que le côté temps de parole, ça allait être un peu pas très fun pour les enfants, en fait. Donc, tout ce que j'avais découvert
pendant ces 2 ans de traversée du désert, d'avancer, j'ai voulu l'intégrer, parce que j'avais déjà tout expérimenté à la maison avec ma fille. Et je me suis dit, mais tiens, si on rajoutait des petits rituels de respiration, si on leur apprenait la gratitude, en même temps, il faut quand même qu'ils jouent, qu'ils bougent, donc on va faire une partie de mouvement corporel. Et puis c'est sympa aussi de dessiner, de réfléchir. Tiens, je vais rajouter un rituel créatif. Et puis une relaxation, c'est bien. Et puis si on parlait aussi des émotions. Et c'est comme ça que mon moment magique est né. Donc des ateliers avec plusieurs rituels bien-être autour d'une thématique pour pouvoir apporter aux enfants des ressources pour être bien dans leur vie d'enfant et bien demain dans leur vie d'adulte. Ok, et donc tu as créé tout ça autour du bien-être des enfants. On parle beaucoup de bien-être des enfants aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que la société laisse vraiment la possibilité aux enfants d'être dans le bien-être? C'est une bonne question. Alors, on n'en parlait pas du tout il y a 10 ans. Quand j'ai créé ça, c'était vraiment un challenge aussi. Et puis, c'était vraiment à la fois bien-être et à la fois éveil ludique au développement personnel pour aussi tout ce que j'ai découvert en fait à 33 ans. Je me dis que si j'avais appris ça quand j'étais enfant, j'aurais peut-être eu des mouvements de vie différents, on va dire, ou peut-être pas fait des choix pourris, ou peut-être relevé certains obstacles de manière différente. Et puis je voyais surtout quand je les partageais avec ma fille, je voyais tout de suite l'impact que ça avait sur elle en fait. Donc c'est de là où, quand je te disais, quand j'étais animatrice en colo, d'un coup je me suis dit, mais si je mélangeais tout ça, et c'est là où les pièces du puzzle se sont imbriquées, où je retrouvais cette envie de bosser avec les enfants, tout ce que j'avais appris justement en école de commerce, en marketing, en com, ça m'a permis de vraiment conceptualiser aussi ce que j'avais envie de faire. Et puis, mon expérience personnelle et de femme et de maman m'a permis de pouvoir aussi transmettre des outils qui me semblaient vraiment utiles. Après, est-ce qu'on laisse la place au bien-être aux enfants ? On va dire que ça s'ouvre quand même, qu'il y a quand même de plus en plus de choses. Je suis contente de voir 10 ans après tout ce qui a aussi évolué, tous les acteurs qui se mobilisent autour de ça, parce qu'il y a 10 ans, on n'était pas beaucoup. Donc, j'étais bien dans ma petite niche. Aujourd'hui, on est un peu serré, mais je trouve ça chouette parce que c'est quand même tout au profit, on va dire, au profit des enfants. Après, il y a encore du job. Il faut qu'on continue, des gens comme toi, comme moi, de faire bouger les lignes et surtout d'être dans le côté concret au quotidien. Après, tous ces gens qui parlent pendant des heures et des heures ou qui écrivent des super articles, je sais pas quoi, moi j'ai besoin de choses concrètes, pratiques, qui se mettent en place, qui sont faciles, où on voit les résultats. Et quand on a un enfant qui sort des ateliers, ça se voit que tu vois, il est posé, il est détendu. Les enfants ils disent mais comment vous avez fait pour le rendre aussi calme ? Non mais là il vient juste de faire une relaxation. Tout à l'heure il courait partout parce qu'il s'est aussi défoulé et d'être à l'écoute des enfants, je pense que c'est super important. Tu travailles sur l'éducation émotionnelle, mais est-ce que les adultes, parents ou profs ou autres, sont eux-mêmes équipés pour ça ? Ça commence aussi. Par exemple, on a créé une formation pour les enseignants et avant que les enseignants puissent mettre en place le projet bien-être avec leurs élèves, on leur a créé tout un défi, 21 jours pour prendre soin d'eux en tant qu'enseignant. Parce que justement, je pars du principe que tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas déjà soin de toi. Et que, là, je prends l'exemple des enseignants, s'ils proposent des choses aux élèves, mais qu'ils ne les ont pas expérimentées eux, mais du coup, ils sont pas très crédibles, en fait. Et c'est comme les ambassadrices qui animent les ateliers, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais j'ai formé aussi plein d'ambassadrices et d'ambassadeurs qui animent ces ateliers. Je leur demande aussi, dans les critères de sélection, d'être aussi sur un chemin de développement personnel, de mettre en place dans sa vie quotidienne des pratiques de yoga, de méditation, de respiration consciente, je sais pas, de créativité, d'écriture, etc., pour pouvoir incarner aussi ce qu'elle propose aux enfants. Et si jamais il y a un cadre dans les ateliers, mais il y a aussi toute une liberté. Si par exemple j'ai une ambassadrice qui déteste le yoga, à la place, elle va faire du tai chi, elle va faire de la danse, elle va faire autre chose. Parce que les enfants, ils font du yoga avec quelqu'un qui déteste le yoga, ils vont dire c'est nul le yoga en fait, quoi. Donc oui, c'est toujours cet exemple dans les avions. On dit toujours aux parents, mettez votre masque à oxygène à vous avant de mettre celui de vos enfants. Et donc il faut qu'on leur montre l'exemple. Et les enfants, de toute façon, ils apprennent aussi par imitation avec leurs parents. Il y a un discours autour de la résilience des enfants qui voudrait qu'ils s'adaptent à tout. Les enfants s'adaptent beaucoup. Est-ce que tu trouves que parfois on se repose pas un peu trop là-dessus, en demandant justement aux enfants de s'adapter en permanence à un monde qui s'adapte pas forcément à eux? Je suis assez d'accord. En même temps, développer la résilience, c'est quand même une qualité qui me semble indispensable pour grandir et puis pour après s'épanouir aussi en tant qu'adulte. Moi, j'ai une petite fille, donc j'ai une grande fille de 17 ans et une petite fille qui a 10 ans, qui a les maladies génétiques, qui a donc un parcours médical, hospitalier compliqué. Et j'en parlais avec la mamie qui était à côté de moi dans le train ce matin, parce que sa fille était épileptique aussi. Et donc, on disait qu'aussi, ça développe aussi un certain courage, une résistance à la douleur, une résilience. Enfin, je vois ma gamine, je suis hyper fière d'elle parce qu'elle a
ce truc en plus qui peut être vécu comme un problème et qui plein de fois est très très compliqué à vivre au quotidien, qui du coup lui donne aussi une force que les autres enfants n'ont pas. Donc après, elle est obligée de s'adapter, mais je pense que toute notre vie finalement, on doit aussi s'adapter à certaines choses. Sauf moi, des fois j'ai l'impression de vivre un peu dans le monde des bisounours, donc du coup on s'adapte, mais sans s'adapter, ou alors on va aller se mettre dans des endroits où c'est plus facile de s'adapter, où c'est moins coûteux de s'adapter. Comment ton parcours personnel en tant que mère a évolué quand tu as pris cette décision? Je pense que ça m'a encore plus rapproché de mes enfants. D'accord. Et mon moment magique, qu'on appelle MMM, est né 3 mois après la naissance de ma petite. Donc je pense aussi que énergétiquement, enfin voilà, il y a d'autres choses, des trucs un peu plus perchés. Je pense que c'est pas pour rien aussi que j'écris MMM, pour être encore plus en capacité d'accompagner ma fille. Ma grande en a bien profité aussi, parce qu'elle était un peu la cobaye. Elle a fait tous les premiers ateliers, elle était là. Chacune, elles ont eu leur période où... alors la grande a été longtemps assistante magique, aujourd'hui c'est le tour de la petite, donc elles ont carrément un badge assistante magique officielle. Donc elle m'aide pour plein de trucs, et puis avec la petite on co-anime les ateliers ensemble aussi, c'est chouette. Et surtout, je me sens outillée pour faire face à la vie quotidienne. Mais il y a même des fois où je culpabilise en me disant mais j'apprends tout ça aux enfants dans les ateliers, mais est-ce que je l'ai appris à ma fille aussi, ce truc-là, en fait? Donc, j'essaie toujours c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté pratique aussi tout à l'heure. Donc, pour moi, dans ma vie de maman, en plus, je suis maman solo, donc une bonne petite charge sur les épaules. Ouais, c'est une vraie aide, c'est un vrai soutien au quotidien d'avoir tous ces petits outils, tous ces petits rituels. On a des choses qui sont presque devenues immuables dans notre vie quotidienne, qu'on fait tout le temps. Et même si c'est pas moi qui les lance, ça va être une de mes filles qui va dire tiens, on n'a pas fait ça. Donc, c'est un vrai plus. Est-ce que ça veut dire que chez toi, on est dans le monde des bisounours, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, que... Non, pas du tout. Il n'y a jamais de conflit? Pas du tout. Alors, je crie beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive des fois de craquer. Donc, l'expression, c'est maman se transforme en furie volcanique. D'accord, ok. On a des petites règles de vie à la maison qui s'appellent les règles de vie chez les crevettes, parce que je pense on fait des réunions de crevettes. Nous, les conseils de famille, ça, on veut ça rassemblement de crevettes. Est-ce que vous êtes des crevettes? Ouais, je sais même plus d'où ça vient, cette histoire de crevettes. Ça, c'est très perché quand même. Non, mais tu vois, je parlais d'être perché tout à l'heure. Là, ouais. Ok. Là, ouais, non, c'est quand j'ai un truc à leur dire, en fait, je fais rassemblement de crevettes. Et du coup, il y a 2 filles qui descendent. Mais ça peut être pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait aux prochaines vacances? Ou, bon, là, c'est le bordel dans le salon, il faut qu'on s'y mette toutes les 3, qu'on range. Ou pour, je sais pas si on va faire des fois les menus de la semaine, enfin, j'en sais rien. Donc, c'est notre petit code perso. Mais après, j'essaye d'être une maman la plus douce et la plus bienveillante possible. Il y a des moments aussi où je suis moins prise à mes propres émotions et je peux craquer. Mais je remarque par contre qu'avec le temps, ça m'arrive de moins en moins souvent. Et qu'on arrive aussi à s'isoler. Quand on sent que ça va déborder ou qu'il y en a une qui est un peu pas bien, on a chacun notre petit coin. Moi, je sais que je vais dans mon bureau, qui est aussi un petit peu mon cocon, ou je vais dans ma chambre. La petite, elle a un tipi dans sa chambre aussi, où elle a mis plein de petits coussins, elle va se poser dedans. Et on arrive à se faire mettre dans une petite bulle chacune pour pouvoir après mieux se retrouver. Et on essaye vraiment d'ouvrir la discussion et de mettre des mots, pas tout de suite, pas quand l'émotion elle est omniprésente et que personne n'est en capacité d'écoute, mais après, on a une grosse faculté de discussion. Ouais. Et comment vous résolvez les conflits du coup? Alors, on avait une technique avec la grande où on prenait une liste, on prenait une feuille, on écrivait le problème et on lisait toutes les solutions possibles pour régler le problème en fait. Donc on faisait chacune notre tour, toutes les solutions qui nous passaient par la tête, des plus sérieuses aux plus farfelues, à celles qui étaient complètement impossibles. Et après on choisissait ensemble les 3 solutions pour régler le problème. D'ailleurs ça c'est un truc que je pourrais, en reparlant, je me dis que je l'ai pas forcément fait avec la petite et ça pourrait aussi aider. On résout beaucoup par la discussion en fait, par l'échange, par le fait de communiquer. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de conflits que ça en plus. C'est quand même assez zen la vie chez nous. Ouais. Même avec une ado alors? Même avec une ado. J'ai la chance d'avoir une ado qui est merveilleuse. Un peu chiante des fois, mais dans l'ensemble, quand tu m'écouteras, Tess, oui, tu es merveilleuse. Et qui a quand même fait une adolescence plutôt facile. Et aussi pareil, toujours dans la communication. On est très très proches toutes les deux. Et on est vraiment proches. Depuis qu'elle a 4 ans, elle vit toute seule avec moi. Et tout de suite, on parle beaucoup, on se dit toujours les choses. Et quand on se prend la tête, il y en a toujours une qui revient vers l'autre. Pareil, au bout d'un certain temps, on se laisse le temps de digérer. Et après, on va se reparler. Et je leur ai appris aussi à toujours s'endormir en étant en paix avec tous les autres membres de la famille pour pas après porter ça pendant son sommeil. Voilà, on a de petits rites comme ça, de petits repères pour que ça se passe au mieux. Alors, tu dis, j'ai la chance d'avoir une ado qui est comme ci, comme ça. Est-ce qu'à un moment, c'est qu'une question de chance ou est-ce que peut-être la parentalité que tu as mis en œuvre
permet aussi ça. Bien sûr. Non, je pense aussi, quand je la regarde, je me dis, j'ai fait le job. Je suis fière d'elle. C'est ça que je voulais souligner. Quoi. C'est qu'à un moment, est-ce qu'on peut pas se dire, tu vois, j'ai fait le job. Quoi. Mais ça, je me suis dit plein de fois sur la grande, parce qu'elle a un parcours aussi de vie qui est compliqué. Et quand je regarde la petite, je me dis aussi, j'ai presque fait le job, en fait. Alors, j'ai encore quelques années pour le faire aussi. Et c'est là, tu vois, on peut revenir sur la résilience de tout à l'heure. Et d'ailleurs, une fois, ma grande m'avait dit, maman, tu sais, s'il y a un truc que j'ai hérité de toi, c'est de ton courage. Et en fait, j'ai trouvé que c'était la plus belle chose que j'aurais pu lui transmettre, en fait. Et j'étais hyper touchée qu'elle me dise ça, et surtout qu'elle en ait conscience, qu'elle me le verbalise, et qu'elle sente que c'était aussi une vraie force pour avancer dans sa vie. Pourquoi t'es courageuse? Pourquoi je suis courageuse? Parce que je me relève toujours de tout et qu'elle connaît aussi mon histoire de vie personnelle, et elle voit qu'à chaque fois, je suis toujours là, j'avance, j'ai la pêche. Et ouais, je pense que ça lui a montré l'exemple aussi qu'on peut se relever de tout, même de l'enfer, on en sort. Et puis au final, alors, il y a un temps d'acceptation, de travail sur soi. Mais ouais, quand elle m'a dit ça, c'était un beau moment d'émotion. Si on revient sur le bien-être des enfants, selon toi, ton expérience et les accompagnements que tu as déjà pu faire, quel rôle joue l'école dans le rapport qu'ont les enfants à leur bien-être, qu'il soit positif ou négatif? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau de l'école. Il y a certains enseignants qui sont dans une démarche que je trouve très chouette et très porteuse. Il y en a d'autres, ça me semble totalement aberrant quand je vois certaines pratiques. Je me dis juste, j'hallucine en fait. Après, je constate quand même qu'il y a plein de choses qui se mettent quand même en place, surtout sur les temps périscolaires. Nous, on intervient aussi, on fait des ateliers même dans les écoles sur les temps périscolaires, sur la pause du midi ou le soir sur les temps de garderie. Et c'est vrai que les enfants, ils sont hyper contents d'aller faire un MMM. Ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser, ils peuvent se poser, ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent exprimer aussi toutes les émotions qu'ils ont ressenties dans la journée. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de place dans les programmes scolaires sur ces temps-là, sur ces temps qui permettent de poser les enfants, de capter leur attention, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur tête, à l'intérieur de leur cœur, de pouvoir aussi partager. Et c'est dans la formation pour les enseignants, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place pour donner des vrais outils et qui en même temps ne prennent pas trop de temps. On a mis en place par exemple un quart d'heure bien-être, comme il y a le quart d'heure lecture. Et tous les jours, si dans toutes les classes, il y avait un quart d'heure bien-être pour les enfants, mais ça changerait tellement la manière de recevoir les apprentissages, la manière, d'écrire, de retenir une leçon, de s'intéresser à ce qu'on va leur apprendre ce jour-là, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de faire des maths le mardi à 15h, quoi. Et donc, j'ai espoir que petit à petit, toutes les graines que les uns et les autres sèment, ça puisse porter ses fruits et que ça bouge. Après, j'ai conscience que c'est très, très long et que ça peut peut-être être très, très compliqué. Il y a eu pendant un temps là, une réflexion sur la pleine conscience à l'école, etc., qui sont quand même des outils intéressants, quoi. Mais il y a la pleine conscience à l'école, le yoga à l'école, le massage à l'école. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a les ateliers de philo à l'école. Enfin, les choses bougent. Et encore une fois, si je regarde il y a 10 ans, ça n'existait pas, tous ces trucs-là, où c'était vraiment juste les prémices. Donc, c'est pour ça que j'ai espoir. Alors après, moi, je suis toujours pleine d'optimisme pour tout. Je vois des choses qui bougent. Je vois la petite, quand elle rentre et qu'elle est trop contente parce que le mardi midi, elle a son atelier sophro et qu'elle adore, et que si le jour de la dame de la sophro n'était pas là, elle est dégoûtée, en fait, quoi. Donc, je vois que ça lui fait du bien et qu'elle est en joie d'aller vivre cet atelier de sophro à l'école. Donc, c'est une vraie chance aussi qu'on leur offre ça. Quand on parle du bien-être, si tu veux, en ce moment, il y a quand même un truc qu'il faut oser reconnaître, hein, c'est qu'il y a des injonctions au bien-être qui sont de plus en plus présentes. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle pression sur les enfants en premier et sur les parents ensuite derrière, quoi? Il faut que mon enfant se sente bien, il faut absolument qu'il se sente bien. Je pense que les enfants, il faut un peu leur foutre la paix, en fait, déjà, les laisser un peu faire leur vie aussi, être un peu libre, libre de faire ce qu'ils veulent. Hier, c'était le dernier jour des vacances pour nous. Il faisait pas très beau. Et en plus, moi, j'avais fait la fête la veille, donc je m'étais couchée tard, donc j'étais pas pleine d'énergie. Et je dis à la petite, elle me fait alors, c'est quoi le programme de la journée? Je sais pas, aujourd'hui, on va faire journée pyjama, en fait. Et elle me dit, mais maman, j'adore les journées pyjama à la maison, je peux faire exactement ce que je veux. Et la grande qui arrive, qui fait, on peut faire frigo ouvert. Alors, frigo ouvert, c'est nous, c'est quand chacun mange ce qu'il veut à l'heure qu'il veut. Et là, j'ai regardé toutes les deux et je les sentais heureuse d'être libre de faire ce qu'elle voulait. Alors, on a passé la journée toutes les trois quand même ensemble, mais chacun dans notre bulle. Donc, je pense que on essaie de leur donner trop de choses, toujours des activités, toujours des trucs à faire, et de leur lâcher la grappe, en fait. Mais c'est parce que quand on n'y arrive pas nous, c'est que nous-mêmes, on n'est pas en capacité de se lâcher la grappe aussi. Donc,
on essaye de mettre ça en place et de pas se rajouter effectivement un truc à faire. Il faut qu'on fasse le rituel bien-être à telle heure parce que ça ferait du bien à tout le monde, et essayer de faire des choses plus fluides, plus qui résonnent avec notre énergie du moment, avec notre intuition. Et on devrait, dans la mesure du possible, tous vivre comme ça, en fait. C'est ça qui serait chouette. Mais comment on fait, du coup, pour que ça ne devienne pas une injonction ? On fait comme on peut. Après, je sais pas, c'est à chacun en fonction aussi de son rythme de vie, de ses habitudes de vie. Il y a peut-être des moments où au début, ça peut être une injonction pour que ça crée une habitude. Et puis après, on va prendre du recul dessus et puis ça va se mettre en place aussi naturellement. Et puis, il y a des choses qui font du bien et qui deviennent des réflexes. Je sais que tous les matins, quand je descends dans la cuisine, moi, je vais prendre le temps de m'étirer. Parce que ça me fait du bien, parce que sinon j'ai mal au cervical. Et c'est une habitude que j'ai depuis des années et des années. Et donc, c'est pas une injonction tous les matins où je me dis étire-toi. Je sens vraiment l'appel de mon corps qui me dit, ou des fois, si jamais j'oublie, une heure après, je me dis, mais je me suis pas étirée en fait ce matin parce que j'ai pu, je sais pas, gérer une machine ou je sais pas quoi. Et la petite s'étire avec moi aussi. Quand elle me voit s'étirer, du coup, elle dit, ah tiens, je vais m'étirer avec toi. Donc, elle fait ses mouvements à elle, ou des fois, elle fait comme moi, ou elle rajoute des trucs, ou elle le fait la moitié, ou elle le fait plus longtemps. Mais elle a intégré aussi que prendre un petit temps pour son corps le matin, 2 minutes avant le petit-déj, ça fait du bien. Donc, je pense que des fois, peut-être qu'il faut se forcer un petit peu pour l'expérimenter, pour l'ancrer en nous. Et puis après, c'est plus du tout une question d'injonction parce qu'on le fait juste parce qu'on y pense et parce que ça nous fait du bien. Et qu'est-ce que ça apporte ? C'est quoi les bénéfices concrètement de créer ce sorte de rituel ? Ouais, ça fait du bien, tout simplement. Ça pose, ça détend, ça permet de se sentir bien et du coup d'accepter aussi ce qui peut survenir dans la journée, ou de prendre, si on revient sur le rituel de l'étirement, de prendre ce temps pour son corps. Du coup, après, tu vas simplement être en forme pour aller aussi attaquer ta journée de boulot, de parents, aller faire du sport ou n'importe quoi, en fait. Donc, c'est juste, c'est comment dire, s'offrir un confort de vie avec des petites routines qui sont simples, qui nécessitent pas de matériel, qui coûtent pas d'argent, mais par contre qui font vachement de bien en fait. Faut que je pense à m'étirer. En plus, c'est vrai, faut que je pense à m'étirer. Mais oui, c'est important. Mais moi, souvent, je me fais des pauses dans la journée où je suis devant mon ordi en mode hyper concentré parce que je suis sur un dossier passionnant, ou au contraire, je suis sur un truc un peu chiant. Et d'un coup, je me lève et juste prendre le temps de m'étirer dans mon bureau. Déjà, tu te rassois, ton cerveau, il a switché un peu de tâches, donc du coup, tu vas être plus concentré. Et puis après, si tu restes longtemps sur l'ordi, à un moment, j'avais une tendinite dans le bras droit à force de naviguer de la souris au clavier. Et prendre le temps de se faire des automassages aussi. C'est des trucs qui sont précieux. Là, tu vois, tu as passé toute la journée assis sur ton fauteuil. Ça va être important. Après, moi, j'ai prévu une séance d'étirement ce soir et de courir demain matin. Donc. Ouais. Mais voilà, parce que tu le sais, parce que tu sais que ça va te faire du bien et que c'est important d'avoir cet équilibre aussi, quoi. C'est vraiment essentiel. Je pense que des fois, après, et là où je te rejoins, même sans que ce soit une injonction, je pense que des fois, tu vois, aussi, ça peut être... Des fois, j'ai l'air d'un con dans la rue parce que, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, là, on est au studio d'Acast, on est avenue Parmentier à Paris, et moi, mon hôtel, il est juste à côté, mais je dois aller vérifier s'il y a une pâte à tartiner spécifique au magasin La Vicenne, qui est un peu plus loin, pour ma compagne, et en fait, j'ai prévu d'y aller en marchant, bien évidemment, mais tu vois, des fois, en fait, quand je marche comme ça, je peux sautiller un peu, je peux faire des pas chassés, donc... Il y a des gens qui me regardent un peu chelou. Mais en fait, tu vois, après une journée comme ça, où j'ai passé la journée, là en plus, tu vois, je sens que mon corps me dit il va falloir que tu bouges. Je m'en fous d'avoir l'air d'un con. Bien sûr. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ce soir, oui, je vais sûrement m'étirer avant d'aller chercher un petit truc à bouffer au resto. Et puis voilà, quoi. Ouais, parce que tu es à l'écoute de ton corps et quand tu reçois des signaux, tu le mets en place, en fait. C'est surtout que je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus. J'ai 40 ans passés. Et passer 40 ans, je trouve, spécifiquement passer 40 ans, quand tu n'es pas à l'écoute de ton corps, à un moment, ton corps, il parle plus fort qu'avant. Exactement. Il te le fait payer bien plus fort qu'avant, tu vois. Ouais. Là, tu vois, quand je prends par exemple... le premier postpartum qu'on a connu, enfin le premier postnatal pour moi qu'on a connu avec Sarah, j'avais pris un peu de poids et tout, si tu veux, mais c'était parti en 2-2. Là, par rapport au Lucas, c'est pas la même. Hein. Rien que 5 ans après, tu vois, c'est pas la même. Donc voilà, je pense que c'est important. Et c'est peut-être plus dur à comprendre qu'on est plus jeune. Oui. Tu vois, parce que justement, notre corps, il a une telle réactivité. Tu vois, moi, quand j'étais. Enfin, moi, il y a je sais pas, il y a 20 ans, 15 ans, tu vois, je bossais ces McDo, j'avais des rythmes. Je bossais 2 nuits, 2 matins, de trucs. J'étais souvent fatigué, mais je récupérais très vite. Oui, tu tenais le coup quand même. Et là, tu vois, si je fais 1 nuit blanche, déjà, c'est fini.
Oui, puis après, on a l'habitude aussi. On sait ce qui se passe. Ce matin, quand je suis venue dans le train, moi, j'ai bossé. Et puis à un moment, tu sais, je sentais que j'avais les paupières qui étaient lourdes. Moi, j'ai essayé de lutter 2 secondes. Après, j'ai dit, en fait, non. Donc, j'ai fermé mon cahier, j'ai calé ma tête. Et j'ai dormi une demi-heure et c'était génial. Et je me suis réveillée, j'étais en pleine forme. Donc, il n'y a pas aussi cette culpabilité de se dire, tiens, j'avais 3 heures de train, j'avais prévu de bosser 3 heures. Non, mais en fait, finalement, j'ai bossé 1h30, j'ai dormi une demi-heure. Après, j'ai papoté avec ma voisine et je suis arrivée, j'étais détendue, j'étais posée, j'avais regardé un peu le paysage. Et donc s'autoriser parce que comme tout à l'heure, à se lâcher la grappe, en fait, à faire ce qui nous fait du bien. Et si t'as envie de sautiller dans la rue, sautille. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, je trouve, puisque hier, moi, quand je suis arrivé en train, j'avais prévu, en fait, si tu veux, moi, souvent, je me prends un film, tu vois, pour regarder le soir et tout. Là, j'avais pris Mufasa. Et en fait, du coup, si tu veux, dans le train, je devais bosser. Là-bas, j'avais prévu, c'était bosser. Mais en fait, là, j'avais besoin de la connexion Internet. La connexion Internet dans le TGV, elle est catastrophique. Et j'y arrivais pas. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de, je vais me reposer là, et ce soir, à l'hôtel, je vais me dire qu'au lieu de regarder mon film, je vais bosser. Et c'est juste ce que j'ai fait, j'ai juste switché. En fait. Et comme j'avais récupéré l'énergie dans le train, pas grave, je peux en dépenser après. Mais du coup, tu as été même sans doute plus efficace en bossant le soir que si tu avais bossé dans le train, à râler si tu n'avais pas la connexion, etc. Ah oui, non, mais là, c'est sûr. En fait, là, faire ce que j'avais à faire avec une bonne connexion, ça m'a pris une demi-heure. Et dans le train, j'avais prévu 2 heures, tu vois. Donc, pareil. Au final, j'ai regardé un bon film et c'était sympa. Mais oui, avec l'expérience, je pense qu'on gagne vraiment tout ça et on s'autorise juste à s'écouter, à se respecter. On sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qui nous fait pas du bien. Et à passer un certain âge, moi j'ai juste envie d'être heureuse en fait. Et j'ai décidé que chaque jour, je serai heureuse. Et il y a des jours où c'est dans les clous de la société, entre guillemets. Il y a des jours où c'est pas du tout dans les clous. Et en fait, je m'en fous, c'est dans mes clous à moi en fait. Quoi. Donc, il y a des jours où t'es pas heureuse quand même. Oui, il y a des jours où je suis un peu en mode down. Oui, non, je suis pas heureuse tout le temps, mais j'essaie d'être heureuse le plus possible en fait. Je fais mon petit mood tracker là, et en moyenne sur 30 jours d'un mois, je suis heureuse 22. Enfin, j'ai 22 jours où je passe des journées au top, où je me sens pleine d'énergie. Mais par contre, les jours où je suis pas au top, j'ai identifié que c'était 9 fois sur 10, c'est de la fatigue en fait. Donc, si tu disais, voilà, une nuit blanche, on met du temps à s'en remettre. Et ça, tu dois le voir aussi avec ton deuxième enfant, que t'as pas aussi la même énergie quand c'était le premier. Moi, je l'ai vu entre mes deux filles, qui ont 7 ans d'écart, c'était pas la même. Mais moi, j'ai intégré que le sommeil, j'ai beau mettre tous les rituels bien-être que je veux dans ma vie, si je dors pas, ça tient pas en fait. Quoi. Oui, non, mais bien sûr. Et puis après, oui, il y a le sommeil, il y a la bouffe, il y a plein de trucs. Mais oui, c'est un gros sujet. Quand on parle d'émotions avec les enfants, souvent maintenant on a tendance à vouloir tout réfléchir. On laisse assez peu la place à l'instinct quand même, je trouve. En tout cas, à la spontanéité, sans parler d'instinct. Comment est-ce qu'on peut parler d'émotions aux enfants sans tomber dans une surintellectualisation de tout, y compris pour les enfants, quoi? Alors, ce qu'on fait nous dans les ateliers, c'est que au début, tu as tous les enfants, ils sont assis en cercle, donc sur des petits coussins avec un joli centre de cercle et tout. On a un petit nuage qui sert, qui peut être gros comme ça, qui sert un peu de bâton de parole ou de coussin, de doudou, de mascotte. Et les enfants se passent le nuage. Et on leur demande, quand une espèce de tour de présentation, de dire leur prénom, de dire leur âge et de partager comment ils se sentent. Donc, leur état émotionnel, leur météo intérieure. Enfin, après, il peut y avoir chaque appellation. Donc, on peut avoir des cartes pour les aider. Donc, ils vont voir, je sais pas s'il y a des cartes disposées avec des petits visages. Tiens, je me sens comme ci, je me sens comme ça. On essaye de les aider à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur, de l'exprimer. Peu importe si c'est pas le vocabulaire super qu'il faut dire, etc. On cherche à élargir aussi ce qu'ils ressentent et comment ils vont pouvoir l'exprimer aux autres, en fait. Et ils peuvent simplement dire, bah voilà, je sais pas, je suis fatiguée, j'avais faim, sans identifier qu'ils étaient en colère parce que tel ou tel truc. Moi, j'aime bien les choses simples, les choses qui sont accessibles et qui sont parlantes pour tout le monde, en fait. Donc, le côté des émotions, nous, dans les ateliers, justement, c'est cool. Et quand je réfléchis à ce que je fais à la maison avec mes filles, bah c'est cool aussi. Et de le verbaliser ou de partager moi aussi ce que je ressens. Bah tiens, là, les filles, là, je me sens hyper en colère. Je vais aller prendre l'air 2 secondes, je reviens après. Et sans chercher, dis tiens, pourquoi je suis en colère? Non, c'est juste là, je suis en colère, je sais que ça va passer. Et puis, de se simplifier vachement la vie, en fait. Ce que tu proposes, toi, j'ai l'impression que c'est pas que de la détente. Hein. Il y a un côté un peu manière d'être au monde. Ce qu'on pourrait trouver un peu perché, par ailleurs. Est-ce que tu considères ton travail comme politique? Non. Non? Non. Moi, je me sors un peu de tout ça. Oui, il n'y a pas que de la détente parce qu'il y a plein de temps. Il y a des jeux coopératifs, il y a des enchaînements de yoga. On a créé un rituel qui s'appelle le Makajik, qui est un esprit inspiré des Haka de Nouvelle-Zélande. Où, du coup,
on va se connecter les enfants, on va faire des mouvements d'animaux, on va se connecter au ciel, on va accueillir de l'énergie, transmettre de l'énergie, on va respirer, etc. Donc, on bouge. Il y a des moments où on fait des cris comme dans les haka, et pour aussi justement sortir l'énergie, libérer les tensions, et puis se recharger avec quelque chose de positif derrière. Je reste dans mon petit univers, dans mon espace, à mon niveau, on va dire. J'essaie de faire. Ouais, mais pourtant, transmettre et enseigner aux gens que leurs émotions sont importantes et que et leur bien-être est important, potentiellement, tu crées aussi tu contribues à créer des futurs adultes qui vont exiger du bien-être dans leur travail, dans la société. Ouais. Oui, qui auront pris ces habitudes-là pendant l'enfance. Ça a quand même une grosse dimension politique, c'est vrai. Mais oui, j'espère que ceux qui ont appris ça, ils vont justement réclamer du bien-être dans leurs entreprises. Je pense qu'on peut l'assumer, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, sans forcément, si tu veux, que ce soit ton sujet marketing, c'est pas le point, mais je pense qu'on peut assumer de dire, bah oui, si on veut une société meilleure, il faut commencer par là, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, maintenant, je me lance aussi j'ai créé une partie MMM entreprise. Okay. Parce que y a du boulot aussi dans les entreprises. Et envie d'apporter aussi un peu de bien-être là-bas avec pareil, voilà, des trucs qui sont simples pour donner des habitudes aux gens et que, pareil, je vois tous les taux de burn-out. Après, tu vois, franchement, en entreprise, pour avoir une certaine expertise sur le sujet, notamment sur le QVT, donc la qualité de vie au travail, je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de rajouter des choses sur une structure qui n'est pas bonne dans le respect de l'individu. Je m'explique. Dans les endroits où j'ai travaillé, je me rappelle d'un magasin où je suis allé, où j'ai pris en main une équipe. Alors, il y avait un baby-foot dans la salle de pause. Super. Ils faisaient des apéros une fois par mois. Super. Mais par exemple, tu vois, l'équipe que j'ai repris en main n'avait pas le droit d'aller aux toilettes ou de manger quand les personnes en avaient besoin ou voulaient. Mais non. Si. T'as besoin d'aller faire pipi, écoute, ta pause c'est dans 30 minutes, tu patientes 30 minutes. Alors déjà, quand ça se passe à l'école, ça me rend dingue. Mais tu vois, je savais même pas que ça pouvait exister dans des entreprises. Si, ça existe. Hein. Non, mais eux, ils font jamais des ateliers MMM dans leur entreprise, c'est sûr. Ah ouais? Mais si. Alors, MMM, je sais pas. Mais il y avait eu des trucs genre, allez, on va faire du team building, escape game et tout machin. Oui, mais est-ce qu'on peut commencer par aller pisser quand on a besoin d'aller pisser, si tu veux. Et c'est là, tu vois, où je me dis toujours attention, tu vois, est-ce que ça serve pas de caution. Oui, que ce soit juste une image officielle et qu'il se passe rien derrière. Exactement. C'est le seul truc en entreprise, tu vois, où je me dis, ça pourrait être bien que ça soit aussi un moment d'expression, tu vois, pour les salariés, d'expression libre, tu vois. Voilà. Donc, je sais pas comment faire, je sais pas comment le mettre en œuvre spécifiquement, mais je pense que ça pourrait être bien pour détecter aussi ça, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, il y a toujours un temps un cercle de parole aussi pour libérer la parole. Alors après, ça peut être difficile aussi dans les entreprises, parce qu'il y a des choses que tu n'oses pas dire devant tes collègues ou devant tes N+1 ou je sais pas quoi. Donc, c'est effectivement un point essentiel à voir, ouais. Mais non, il y a du taf là-bas dans les entreprises. Mais j'aime bien les challenges. Oui, bien sûr qu'il y a du taf. Moi, ce que je peux... Après, ça dépend aussi des entreprises et tout, mais c'est un gros sujet. Mais généralement, quand on respecte les gens, après, il y a beaucoup moins de gros sujets, en fait. Bien sûr. À partir du moment où les gens sont respectés. C'est comme les parents qui respectent leurs enfants, et l'ambiance est plus cool aussi. Hein. C'est le même principe. Tu respectes les gens autour de toi, ça se passe forcément mieux, en fait. De toute façon, la vie de famille, c'est une micro-entreprise. Hein. Et oui, c'est vrai. Non, mais, je veux dire. Enfin, dans notre société capitaliste, la vie de famille a quand même beaucoup d'air dans micro-entreprises. Et avec des entreprises où ça se passe très bien et des entreprises où ça se passe beaucoup moins bien. C'est ça. Ça varie selon les moments, selon les épreuves de vie, ça fluctue. Non, c'est un vrai sujet. Comment t'imaginerais, toi, un monde où on respecterait vraiment les besoins des enfants? Ton petit monde merveilleux. Mon petit monde des bisounours, là. Voilà, vas-y. Tu dis comment? Ça serait tout doux, ça serait tout lumineux, ça serait tout zen. Il y aurait des paillettes partout, tu vois. Ça serait surtout plus simple pour tout le monde. Les rapports humains seraient apaisés. Et puis on apprendrait aussi aux enfants à respecter les besoins des parents, parce que ça me semble aussi important que ça se passe dans les deux sens. Je pense qu'il faudrait que la communication, ça soit la clé. C'est la clé qui me paraît vraiment essentielle pour que chacun puisse s'exprimer, et puis d'apprendre à écouter surtout, parce que s'il y a des gens, ils ont du mal à écouter, que ce soit des parents ou que ce soit des enfants, mais d'écouter vraiment, en fait, d'écouter le cœur ouvert, pas juste d'écouter d'une oreille en regardant son téléphone de l'autre, en fait. Donc ça serait bien. Ouais, les enfants, ils se sentiraient les bienvenus partout aussi, ça serait pas mal. Dans certains restaurants, dans certains magasins, ils pourraient faire des
crise, comme on dit. Je me rappelle d'une fois dans un magasin où la petite, elle était mis par terre, mais elle hurlait, elle tapait des pieds, des mains, etc., quoi. Et je savais que ça servait à rien, quoi. De toute façon, si j'essayais de l'attraper, j'allais me faire frapper. Je sais que le seul moyen, c'était d'attendre que ça passe, en fait, quoi. Et je me rappellerai toujours l'air courroucé des gens de la boutique et des autres qui disaient mais qu'est-ce qu'elle fout cette mère, en fait elle gère rien. Moi j'ai jamais remis les pieds dans cette boutique quand même après. Ouais, on pourrait s'exprimer, on serait libre encore une fois par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Les enfants ils se sentiraient libres et leurs parents aussi. Selon toi Juliette, pour finir, si on devait déconstruire un mythe autour des enfants et de leur bien-être, ce serait lequel? Je pense qu'il faudrait plus leur faire confiance en fait et pas forcément leur dire leur faire confiance sur leur intuition, leur instinct, savoir ce qui leur ferait du bien à ce moment-là et sans leur dire bah tiens là je vois que tu es en colère, tu devrais je t'invite à aller dans ton coin calme pour décharger ta colère. Juste parce qu'en fait, c'est moi qui ai besoin que tu ailles dans ton coin calme. Dégage. Et ouais, plus leur faire confiance en fait, mais ça serait valable sur tout en fait, même pas que sur leur bien-être en fait. Se dire aussi qu'ils ont les capacités et qu'ils s'en sortiront et puis ils vont faire des erreurs sur le chemin et puis c'est OK, c'est comme ça qu'ils vont apprendre en fait quoi. Merci Juliette. Merci à toi Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.